Amateurs de crimes subtils, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode vidéo du podcast Fractal. Alors, le podcast Fractal, c'est un podcast qui explore les zones fracturées entre la fiction et la réalité dans toutes les affaires criminelles les plus passionnantes et généralement non sensationnalistes. Parce que vous savez qu'on sort de l'ère sensationnaliste, l'heure du crime, Jacques Pradel, Jean-Alphonse Richard, RTL, les coups de couteau, les cris, les effusions de sang. Et ce qui plaît maintenant aux auditeurs, c'est vraiment le true crime smart. Et c'est la ligne éditoriale de Fractal qui va explorer ces fictions, soit dans la réalité pure, ou soit dans le récit fictionnel à haute teneur en réalité. Et c'est ce que je préfère écrire d'ailleurs, et c'est ce que je vous invite à retrouver principalement sur mon podcast sur Spotify. C'est là où j'agis principalement sur l'audio. Mais je dois parfois sortir en vidéo de ma voix intelligence artificielle clonée que vous verrez sur Spotify pour prendre en main en live des affaires plus que sérieuses, puisque c'est les affaires les plus exceptionnelles où la réalité dépasse la fiction. Et c'est ça toute l'ambivalence du podcast Fractal, c'est de jouer sur cette zone grise incalculable où dans les affaires criminelles, la réalité talonne tout le temps la fiction. Et je sortirai en vidéo uniquement sur des affaires millésimes à haute teneur exceptionnelle, des millésimes d'épisodes Fractal que j'ai déjà traités en audio. Et donc bien sûr, ce que vous attendez tous, la tuerie de Chevaline. Donc traité dans Fractal sous l'angle reportage réalité en 6 épisodes sur Spotify. Je vous invite vraiment à aller sur Spotify parce que c'est là que je veux viser à faire ma monétisation. Et YouTube est bien sûr plus vidéo, donc vous allez trouver des tonnes de contenu sur Spotify. Et donc la tuerie de Chevaline, je l'ai aussi traité en fiction réalité, que je vous laisserai découvrir sur Spotify. Je ne vais pas vous spoiler ici parce que j'ai choisi un angle de fiction réalité pour la tuerie de Chevaline qui est possible, mais qui n'est malheureusement statistiquement pas l'angle retenu par les vraies puissances statistiques et mathématiques. Et ce que j'aime beaucoup aussi, vous allez voir dans les affaires criminelles, c'est me baser sur les statistiques réelles pour pas dériver et pas trop se laisser avoir par les sentiments. Et donc justement, dans la tuerie de Chevaline, eh bien, c'est une histoire incroyable qui mêle des conflits internationaux, de l'Irak, du Royaume-Uni, de la France, du local, de la Haute-Savoie, des cyclistes, des ragots, des potins de village avec de l'espionnage, peut-être des satellites, des héritages en Irak. C'est une histoire tellement incroyable parce que la tuerie de Chevaline, eh ben, c'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle une fractale. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'approche plus près du motif de la tuerie de Chevaline, on voit d'autres motifs qui grossissent, avec la famille Halili, avec Sylvain Mollier, avec un tueur fou, avec beaucoup de raisons. Donc, que vous voyez ici affiché sur le côté. Et le concept des vidéos fractales, c'est de rester sur une ligne directrice cartésienne, avec à chaque fois partir sur les raisons de la résolution, qui sont affichées donc sur le côté de la vidéo, et dans lequel j'avance de manière cartésienne, validée avec une logique presque mathématique pour trouver en fait quelle est la raison ou la résolution de l'énigme si on peut. Mais voilà, c'est très cartésien ici, ce sera intéressant mais très cartésien. Je vous parlerai pas d'extraterrestres, de MK Ultra ou d'autres théories avec des licornes roses qui volent dans le ciel. Voilà, moi ma personne préférée dans le true crime au niveau mondial, c'est Christian Page, le Canadien. Je vous conseille vivement d'écouter ses récits. Ils sont incroyables parce que c'est quelqu'un qui garde la tête dans les étoiles et les pieds sur terre et il a vraiment des récits qui sont toujours cartésiens. Pareil, il revient tout le temps aux statistiques pour pas s'éloigner et rester dans cette zone de la réalité très puissante sans jamais basculer dans la fiction en fait. Donc toutes les vidéos fractales seront sur le côté avec les raisons affichées de l'histoire. C'est toujours la raison. On en revient à la base dans toutes les affaires criminelles. Mais quelle est la raison ? Pourquoi cette tuerie de Chevaline sur le parking du Martinet ? Pourquoi une famille avec un cycliste dans un tel carnage sans nom ? En fait, c'est toujours les raisons qui sont intéressantes d'explorer et de retenir en fait comme des étapes dans notre itinéraire
jusqu'à bien souvent l'impasse finale cartésienne, puisque vous verrez que la tuerie de Chevaline, on est sur une impasse. Je ne vais pas vous spoiler l'affaire. Avant de commencer, sur le podcast Fractal, moi je vous considère comme des experts en affaires criminelles, que vous connaissez tous les grands dossiers. Donc je ne vais pas commencer par vous faire une énième fois la tuerie de Chevaline. Je vous conseille des médias excellents à propos de ça. L'heure du crime, bien sûr, Jean-Alphonse Richard, le classique. Au bout de l'enquête, avec Marie Drucker sur France 2. On doit avoir un fait entrer l'accusé dessus. Beaucoup d'émissions radiophoniques. Enfin bref, la tuerie de Chevaline, elle a été faite en narration dans tous les sens. Et c'est d'ailleurs ce que je reproche et pourquoi je me suis lancé dans le podcast. Parce qu'il n'y a que de la narration et pas d'extrapolation, pas d'analyse. Voilà. Le problème des affaires criminelles françaises, c'est moins le cas aux USA, c'est qu'on est encore en France à un niveau de sensationnalisme et ça commence à fatiguer beaucoup de personnes en 2025, dont moi-même. Moi par exemple, l'heure du crime, je peux écouter qu'un épisode sur 10 parce que les épisodes sensationnalistes, ça n'existe pas. Ça ne m'intéresse pas. Les effusions de sang, les coups de couteau, la haine, les viols, en fait, moi, c'est pas du tout la manière dont je vois le true crime. Et c'est ce que je vais vous présenter ici en vidéo dans la discussion sur la tuerie de Chevaline. Donc, je vous fais confiance, vous connaissez la tuerie de Chevaline par cœur. Si je vous dis William Brett Martin, vous savez. Si je vous dis Saad Halili, vous savez. Si je vous dis Iqbal Halili, ça vous dit quelque chose. Si je vous dis Sylvain Mollier, vous comprenez. Si je vous dis le parking du Martinet de la Combe d'Ir, près d'Annecy, en Haute-Savoie, 74, vous avez compris. Vous savez très bien que Zaïd Halili, le frère de Saad, avait des vues sur son héritage. Vous savez très bien que le pistolet qui a été retrouvé, c'est un Luger P06. Enfin bref, je vous fais confiance. Sinon, mettez la vidéo en pause ici. Allez regarder un documentaire sur la tuerie de Chevaline. Moi, ce que j'aime, c'est l'analyse et l'extrapolation logique. Je ne vais pas du tout vous refaire la narration de la tuerie de Chevaline. Vous voyez, j'ai mes raisons marquées ici à gauche et on commence direct dans le dur parce que vous êtes des experts en affaires criminelles. Il y a tout ce qu'il faut sur la toile. Donc, je vous fais confiance. Vous en connaissez un minimum sur la tuerie de Chevaline. Donc, on y va pour les 6 raisons que j'ai affichées ici. Et on commence par la raison la plus simple qui est-ce que la tuerie de Chevaline était une erreur de cible? Alors, l'erreur de cible, ça paraît un peu chiant comme ça pour démarrer une vidéo, mais vous verrez que dans d'autres vidéos, il faut quand même démarrer par ça parce que c'est la toute première cause statistique à évacuer. Et en fait, on peut se demander si la tuerie de Chevaline, ce n'était pas une erreur de cible. Est-ce que ce tueur, armé de son vieux Luger en très bon état de marche, on en reparlera, souvenez-vous que c'est quand même un mec qui a tiré 25 cartouches avec 3 rechargements, donc peu importe qui était ce tueur, il maîtrisait à fond son Luger. Le Luger, comme vous le savez, c'est un pistolet d'avant-guerre produit dans les années 1930 de dotation de l'armée suisse. En gros, vouloir faire une tuerie avec un Luger, c'est comme attaquer une banque avec une 2 chevaux. Et c'est ça qui fait tout le sel et le mystère de la tuerie de Chevaline, parce qu'en fait, l'objet du Luger, on y reviendra, un pistolet obsolète, carrément obsolète comme le Luger, c'est complètement inadapté à vouloir tuer des gens avec efficacité. Donc ça fait questionner la haine du tueur dans la tuerie de Chevaline. Voilà, ça c'était pour reparler quand même du pistolet. Donc on reparlera de chaque point en profondeur parce que c'est une affaire qui me fascine. Mais on reste toujours calé sur les raisons. Donc, est-ce que c'est une erreur de cible? Est-ce que ce tueur, ça a l'air selon toute logique qu'il est arrivé et qu'il a abattu une famille britannico-irakienne avec au même endroit un cycliste du dimanche, entre guillemets Sylvain Mollier, sur un parking reculé en Haute-Savoie à l'abri des yeux de tout le monde? Ça paraît pas d'une barbouze qui a mal tourné avec, je sais pas, un manquement de cible par un agent secret. Alors, si c'est un tueur fou, on verra à la fin, en fait, la notion d'erreur de cible n'existe pas, puisqu'en fait, le tueur fou agit par folie. Mais il y a aussi des tueurs fous qui ont des raisons. Donc, c'est ça qu'on verra plus tard. Mais pour avancer et valider la première raison, on sera tous d'accord, je pense, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que la tuerie de Chevaline n'est pas en premier cas une erreur de cible. Je veux dire, même si les Halili étaient des agents secrets irakiens ou que Mollier avait des documents confidentiels sur l'uranium parce qu'il travaillait dans la ville d'Ugine à l'usine de Césus, je pense pas qu'un tel carnage peut être une erreur de cible
pour considérer qu'on enlève l'erreur de cible, il faudrait se dire à l'inverse que le mec est venu tout buter et qui s'est dit « Oh merde, là j'ai fait une petite boulette, j'ai tué les mauvaises cibles ». Et je pense qu'on peut procéder et donc, comme vous le voyez ici, rayer l'erreur de cible pour enlever ce premier cas et déblayer le cas. En tout cas, ça ne ressemble pas à une erreur de cible. Soit c'est quelqu'un qui avait des motivations contre Halili ou Mollier, soit c'est un tueur fou qui agit par folie. Donc en fait, un tueur fou n'a pas d'erreur de cible. Et je pense que vraiment, je peux rester sur ma première raison rayée erreur de cible et évoluer vers la suite des raisons en entonnoir pour clarifier le débat. C'est important ce que je vous fais, c'est pour ça que j'ai fait ce montage avec les raisons qui restent, parce que ça permet de pas s'éparpiller dans le débat et de faire une vidéo en entonnoir. Sachant que les raisons, bien sûr, vous pouvez deviner, je suis en train de vous spoiler, je les ai classées de la moins probable à la plus probable. Et tout ça appuyé par des tests statistiques mathématiques puissants pour pouvoir garder une trame cartésienne dans la vidéo. Vraiment logique. Donc on avance, erreur de cible, on est d'accord dans le bon sens de tous que c'est soit un tueur fou, soit quelqu'un qui avait un mobile, mais c'est pas une barbouze ou un agent secret qui s'est loupé de cible. Ça ne ressemble pas du tout à ça. Voilà. Et je vous garantis, c'est validé par des tests statistiques. Si vous faitt un test mathématique bayésien, bon, c'est un peu complexe, mais bref, si vous placez les 6 raisons que je vous ai mis là sur le côté de ma vidéo dans une moulinette statistique mathématique, ils vous diront que l'erreur de cible, en fait, c'est le moins probable. Donc, on avance vers la suite et on voit que la deuxième raison, donc on se raccroche toujours aux raisons, pourquoi cette tuerie de Chevaline? Eh bien, la raison, c'est l'espionnage lié à Sylvain Mollier. Alors là, on commence à rentrer dans le cœur de la tuerie de Chevaline, puisque le local de l'étape, c'est Sylvain Mollier. Donc, je vous le répète, on avait la famille Halili avec les 2 parents, la grand-mère et les 2 petites filles, Zina et Zainab, en présence dans un BMW Bordeaux Break que vous connaissez tous, au parking du Martinet, avec, au même moment, fortuite, Sylvain Mollier, un cycliste local qui passait souvent s'entraîner dans ces petites routes alpines. Et apparemment, je dis bien apparemment, tout ce beau monde n'a rien à voir l'un avec l'autre. Pour le moment, on se concentre sur la deuxième raison. C'est pour ça que j'ai toujours la colonne vertébrale de raison. On parlera après des Halili, vous inquiétez pas. C'est le cœur de l'histoire, de toute façon. Sylvain Mollier, espionnage. Est-ce que la raison de la tuerie de Chevaline, vous voyez, c'est bien de revenir à la raison à chaque fois, ça pose des jalons. Est-ce que une des raisons de la tuerie de Chevaline, c'est que Sylvain Mollier avait des problèmes graves liés à une cause d'espionnage dans sa vie qui aurait mérité un tel carnage? Et là, tout de suite, il faut penser en statistique, il faut se dire, ah ouais, là, si on met le projecteur sur Sylvain Mollier avec espionnage Sylvain Mollier, il faut vraiment que le mec, soit dans sa vie personnelle, soit dans son travail, il ait vraiment eu un dossier chaud, dangereux, pour qu'il y ait une tuerie comme ça au nom de ce qu'il savait. Voilà. Donc déjà, vous voyez qu'en termes de probabilité, je vous ai même pas dit que Sylvain Mollier, il travaillait dans une usine, une filiale d'Areva qui s'appelle Césus, à Ugine, et qui produisait des pièces techniques liées au nucléaire. Sauf que quand on prend les faits et qu'on les présente pleine face à l'analyse, Sylvain Mollier, il avait juste un boulot de simple opérateur, rien de compliqué, pas dans les bureaux, pas de commercial sur la route, pas de choses confidentielles. Et en fait, la vie de Sylvain Mollier, elle a été épluchée en long, en large et en travers. Et professionnellement, c'était un mec qui bossait à l'atelier, à usiner des pièces, ni plus ni moins. Donc rien, il n'y a aucune corrélation sur l'espionnage. C'est pas un agent secret qui sortait des formules d'uranium ou de césium de son usine d'Ugine le soir et qui rentrait manger sa fondue savoyarde à Ugine. Non, il y a pas de ça. Il n'y a aucune info là-dessus. Ça, c'est des fabulations. Si on reste sur le factuel, c'est quelqu'un qui avait une vie normale au niveau professionnel. Et vous voyez que je me retiens bien de ne pas parler du niveau personnel de Sylvain Mollier, parce qu'on va en parler après, parce que là, ça chauffe statistiquement. La vie de Sylvain Mollier, marié à Claire Schütz, pharmacienne, dans les vallées de Savoie, vous voyez les potins, les ragots, lui opérateur dans une usine simple, sa femme pharmacienne, de la haute,
les vallées savoyardes, les potins, ça parle, ça jalouse. Il avait déjà plusieurs enfants. Il refait un enfant avec cette femme. Il est en congé parental. Il va faire du vélo. Bon, je crois qu'on va marquer une étape. Professionnellement, on est d'accord sur l'analyse. On peut rayer l'espionnage Mollier professionnel ou dans sa vie personnelle n'est vraiment pas une cause pour avancer sur la suite. Donc je le raye. Espionnage Mollier lié au professionnel ou à sa vie personnelle, non. Par contre, le conflit de Sylvain Mollier avec quelqu'un de manière personnelle, là, on y reviendra plus tard. Je garde ça au chaud parce que si j'ouvre le couvercle tout de suite de la vie personnelle de Sylvain Mollier, je vais casser les étapes logiques. Donc on a déjà rayé nos deux raisons les moins statistiques possibles, à savoir l'erreur de cible et la raison espionnage Sylvain Mollier. On avance. Et ça, c'est intéressant de faire des vidéos comme ça parce qu'on déblaye et on peut avancer tranquillement sans regarder derrière en resserrant l'entonnoir statistique. Là où en fait la plupart des gens vont vous faire un récit sensationnaliste. Il y a eu 25 balles de tirées, il y a eu du cri, du sang, il y avait une petite fille cachée qui a rescapé, il y en a une, on lui a mis un coup de pistolet, un coup de crosse, oh là là, il y avait du sang partout, il y avait la terreur dans la vallée, ça criait dans les vallées savoyardes, on se demandait où était l'assassin. Voilà, vous voyez, cet angle-là, je vous ai déjà pénibilisé en 10 secondes. C'est pas du tout ça que je vous propose sur le podcast Fractal, c'est vraiment une analyse mathématique, carrée, une plongée dans le mystère cartésien. Donc on continue. Là, ça commence à chauffer un petit peu parce qu'on arrive à la troisième raison qui est chaud bouillante, qui est l'espionnage lié à la famille Halili. Bon, alors là, il y a un gros dossier et il faut refaire un point sur la famille Halili, donc composée du couple Saad et Iqbal Halili et leurs deux enfants, Zina et Zainab. Alors, Saad Halili, il est d'origine irakienne. Il est arrivé au Royaume-Uni dans les années 70 avec son père qui a fui la dictature d'Irak. Il est arrivé avec son frère. Donc les deux frères Saad et Zaïd Halili arrivent dans le Surrey. C'est plus ou moins à côté de Londres. Et Saad, lui, très intelligent, belle carrière réussie, il finit ingénieur en technologie liée aux satellites. Son frère Zaïd a une carrière plus modeste. Il finit plus ou moins comptable. Dans tous les cas, il y a des rivalités entre les deux frères parce que l'un a mieux réussi que l'autre, l'un est plus sage que l'autre. Voilà, je vous laisserai regarder la tête de Saad et de Zaïd Halili et vous vous ferez vous-même votre image sur qui est le méchant. J'ai rien dit. Donc du coup, il faut comprendre ce contexte parce que Saad Halili, il est d'origine irakienne, il est au Royaume-Uni, il travaille dans l'espionnage, sa femme est aussi d'origine irakienne. Donc, vu de l'angle fond de vallée savoyard, tout ça, ça fait beaucoup de James Bond, beaucoup d'enquêtes, beaucoup de mystères. Irak, satellite, expatriés, dictature irakienne, guerre en Irak, photosatellite, espionnage. Quand on commence à mélanger tout ça, eh ben, on se rend compte en fait qu'il y a peut-être des possibilités que le mec ait été abattu parce qu'en fait, il détenait des informations dangereuses vis-à-vis de son travail, vis-à-vis de ce qu'il travaille avec les satellites. Et on ne sait jamais, c'est un Irakien en Grande-Bretagne. On sait très bien que Grande-Bretagne, USA contre l'Irak, il y a quand même moyen, si tu es Irakien en Grande-Bretagne, de retourner ta veste et d'aller revoir sa terre natale et puis de se transformer en espion infiltré. Donc oui, c'est vrai que la théorie de l'espionnage lié à Saad Halili et le fait qu'ils détiennent des informations dangereuses, soit sur l'Irak, soit sur le Royaume-Uni, peut emmener à un assassinat de masse total. Après, mesdames et messieurs, c'est là qu'entre en scène le Luger P06 et qui va faire tout basculer, puisque à ce moment charnière, on est en train d'étudier la raison. Est-ce que ce sont des problèmes d'espionnage de Saad Halili ou de Iqbal, on ne sait pas, qui ont provoqué toute cette boucherie? Et c'est là qu'il y a la charnière, la clé de voûte de l'affaire, puisque le pistolet identifié, et ça c'est indéniable, c'est un Luger P06. Alors on ne peut pas falsifier, vis-à-vis des balles qu'on trouve sur une scène de crime, c'est impossible de falsifier le pistolet qui a tiré, il y a des marques spécifiques. Voilà.
Vous ne pouvez pas, par exemple, faire que 25 balles sur une scène de crime et la marque d'un Glock ou d'un Sig Sauer. Bah oui, on y a tous pensé, on s'est dit, c'est un contrat qu'on a mis sur sa tête. Et puis, c'est le MI6 ou la CIA. Ils ont transformé un Glock ou un Smith & Wesson ou un Beretta pour qu'il tire comme un Luger, qui laisse les traces d'un Luger. Malheureusement, c'est pas possible parce qu'il y a des milliers de caractéristiques en balistique. Voilà, vous êtes un coup de chat GPT factuel, mais ça, c'est pas possible. Donc, du coup, ok, on part sur la piste. Bon, Saad al-Hili, il a fait de la merde, il avait des bons documents, il s'est fait corrompre, il a tout envoyé en Irak. Bref, c'était un espion déguisé, ce Saad al-Hili. On a mis un contrat sur sa tête, le MI6, la CIA, facile, tu les observes en vacances, ils sont en vacances tranquilles, camping le solitaire du lac à Saint-Joriose, tu mets un espion du MI6, t'en mets 2, t'en mets 3, on a tous les moyens, on s'en fout, espion américain, espion britannique, on met la famille en observation, et puis quand on peut les tuer, on abat tout avec un pistolet déguisé. Voilà, j'ai fait un Dostovel ou un Sig Sauer avec une signature de Luger. Ça va faire passer ça pour un pistolet de tueur fou. Et puis c'est bon, l'affaire elle est réglée. Sauf que c'est là que l'affaire elle bute et c'est là la charnière. L'arme utilisée, en fait, ne peut pas être dans ce qu'on appelle l'économie du crime, une arme utilisée pour un contrat de tueur à gage. Et écoutez bien, parce que ça c'est la charnière de l'histoire. En fait, si on base notre approche sur Saad al-Hili était espion, en fait, Saad al-Hili devait être éliminé professionnellement, de manière entrepreneuriale. C'est-à-dire que tu fais un contrat avec un tueur à gages, tu lui dis, mec, c'est 100 000 euros si tu me tues Saad al-Hili. Une fois qu'il est validé mort, moi je te file 100 000 euros. Je te file une avance de 50 000, je te file 50 000 quand il est mort. Crime entrepreneurial classique qu'on voit dans le monde entier. Sauf que dans l'économie du crime, dans chaque transaction, en fait, il y a une compétence d'efficacité. Et en fait, le criminel moderne, je vous l'ai dit, c'est Smith & Wesson, Sig Sauer, Dostovel, Glock, Beretta. Pour, en fait, quand tu vas faire ton crime, tu veux toucher ton argent. Le criminel sous contrat, il est animé de manière vénale. Et ce qui est normal dans chaque transaction, en plus, si tu es bien payé et que c'est dangereux, tu mets au maximum les chances de ton côté pour aller faire ton carton, que ça marche. Et c'est là, en fait, toute l'absurdité de la tuerie de Chevaline, parce qu'on a beau retourner ce Luger P06 datant quand même de 1930 à 1935, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, maintenant, je répète, vouloir aller éliminer un agent irakien infiltré en Angleterre avec un Luger P06 qui date de 1930, c'est comme si vous dites « Putain frérot, moi je vais braquer la Banque de France avec une 2 chevaux de 1920. » Donc tu es là avec ta 2 chevaux, elle avance à 30 km/h et tu vas foncer dans la Banque de France pour tout péter, les systèmes blindés, et puis prendre 1 million d'euros de billets. En fait, ça marche pas comme ça. Et c'est ça la folie du truc en fait, parce que le mec a tellement bien maîtrisé son Luger, donc je répète, 3 chargeurs de 8 balles plus ou moins déchargés, on s'en fout de la quantité près, ça peut être 20-25 balles. Le gars, il a manié un pistolet de collection avec brio, avec des tirs plus ou moins corrects. Après, les vraies analyses, pour faire un point là-dessus, quand on va chercher loin, parce qu'il y a aussi beaucoup de contenu en anglais, les Anglais ont beaucoup travaillé sur l'affaire, on se rend compte que le tireur, en fait, il maîtrise à fond son arme, mais c'est quand même pas des tirs fichants parfaits. C'est pas non plus un mec d'un entraînement du niveau du Mossad, CIA, MI6. Ça ressemble à des tirs, selon les analyses des experts dans les rapports, à des tirs d'un tireur de loisirs très 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 expérimenté qui connaît son arme par cœur. Voilà. Mais c'est pas non plus le tireur pro de chez pro. Voilà, un Navy Seals des USA ou le top agent du MI6 en 2012, on n'est pas à ce niveau-là. Donc, on a quand même la piste du tueur fou qui est en train de s'ouvrir. Donc, on reprend notre structure avec les raisons. Erreur de cible, c'est barré. Espionnage Mollier, on n'en parle plus. Espionnage al-Hili, c'est la vraie bascule où je vais maintenant, de manière logique et irréfutable, devoir barrer ma raison espionnage al-Hili à cause de l'économie du crime que je vous répète ici une fois de plus parce que c'est la clé de voûte de ma vidéo. S'il faut que vous compreniez un truc, c'est que si tueur à gage il y a, tueur à gage, gros billet, il veut. Et c'est
En fait, c'est même pas de l'illogisme, c'est même pas un paradigme de pensée de dire qu'en plus, sur une opération si complexe, donc on est sur un crime international. Alors, je vous fais la scène. Je vous fais la scène. Le MI6 dit service secret britannique. Ok, on a identifié Saad al-Hili, Iqbal. Iqbal a corrompu Saad. Ils envoient des infos en Irak avec son boulot satellite. Il envoie des choses hyper dangereuses. Il envoie des photos des raffineries britanniques et américaines en Irak. Il envoie la photo des positions des troupes en Irak. Saad al-Hili, il a accès à tous les satellites britanniques. Ok, imaginons que ce soit le James Bond irakien, corrompu par les services irakiens. Ok, on le met à fond, espion, il n'y a pas de problème. On part sur un crime qui met en cause donc la couronne britannique, les services secrets, le MI6, dans les vacances des Al-Hili en Haute-Savoie, dans un autre pays qu'est la France. On n'est pas très copains au niveau des services secrets avec n'importe qui. Donc déjà, on est sur un délire international et qui emmène une réflexion logistique pour aller abattre Saad al-Hili dans un parking paumé. Statistiquement, c'est à zéro. C'est impossible que n'importe quel service secret décide d'abattre un Saad al-Hili en plein parking du Martinet en Haute-Savoie, parce que c'est complètement con. En fait, c'est complètement dénué d'intérêt. Tu vas faire ça la nuit, dans un endroit, pas dans un autre pays. Enfin, les services secrets n'agissent pas au fond d'un parking à un endroit complètement fou. Et en plus, dans tous les cas, ils essayent d'éviter un cycliste en dommage collatéral quand même. Parce que les barbouzeries, des boulettes de barbouzerie, il y en a eu, comme le Rainbow Warrior par exemple. Mais là, franchement, si c'est le MI6 qui a fait ça, avec Sylvain Mollier tué dans l'affaire, paix à son âme, c'est du travail de cochon. Vous voyez, ça ressemble pas à un travail de MI6. Donc tout le déboulonnage de la tuerie de Chevaline, quand on aligne les raisons, et je répète, c'est pour ça que dans mes vidéos, j'aligne les raisons, sinon ça part en vrille dans tous les sens. Là, la raison espionnage à Lily, elle est barrée de chez barré sur le simple fait que la tuerie de Chevaline n'est pas un contrat de tueur à gage. Voilà. Et c'est l'économie logique du crime de n'importe quel être humain qui permet de valider ça. C'est même pas de la logique en fait. C'est le fonctionnement commercial de l'être humain. Ça aurait pu se passer il y a 1000 ans, la tuerie de Chevaline, c'était pareil. Tu fais la tuerie de Chevaline au Moyen-Âge, et en fait, tu vois une famille tuée avec un silex, alors qu'en 1400, il y avait des mousquets, je sais pas, des fusils de base, quoi. En fait, à la limite, tue-les avec un couteau ou un fusil si tu es un tueur à gage, mais va pas le tuer avec un silex. Vous voyez, c'est exactement la même chose que ça. Tuerie de Chevaline en 1400, oh là là, le roi a donné un contrat pour aller abattre une famille d'espions, le mec, il les tue avec un silex. Eh frère, prends un fusil, prends un couteau. Si tu veux faire l'argent de ton crime, que tu es un tueur à gage, mets toutes les chances de ton côté au minimum. Donc, le Luger P06, c'est en fait l'élément qui fait tout basculer. Et à l'inverse, alors je reste sur cette raison espionnage qui est barrée parce que c'est le basculement de la tuerie de Chevaline. À l'inverse, pour le coup, si en 2012, on avait eu dans les rapports, toujours pareil, des armes de bandits modernes, efficaces, un Glock, un Sig Sauer, un Smith & Wesson, un Beretta, un 22 long rifle. Et en plus, j'y connais rien en armes, j'aime pas les armes, mais je suis tellement passionné d'histoire criminelle que j'en connais une paire. Et ben du coup, là, l'affaire, elle aurait pris tout son sens. Et c'est bon. C'était torché en 2 secondes. Pistolet moderne, crime efficace, tueur à gage, tir fichant, 3 balles de Glock chacun, la famille. Les enfants, balles en pleine tête. On aurait été sur un crime classique de contrat. Et malheureusement, l'affaire de Chevaline, on se serait dit, là, il y a vraiment une histoire pécuniaire, une histoire d'économie du crime qui est efficace. La famille al-Hili a été bousillée avec un flingue moderne, avec Sylvain Mollier malheureusement en victime collatérale, pas de problème. Mais le gros twist qui vient percuter fiction et réalité dans la tuerie de Chevaline, et malheureusement c'est la réalité, c'est que cette boucherie n'est pas un contrat de tueur à gage. Voilà, je le répète parce que ça c'est pas assez dit dans les émissions. Ce n'est pas un contrat de tueur à gage parce que ça a été fait avec un pistolet du proche de l'obsolète. Et d'ailleurs, la théorie comme quoi la petite Zainab recevra un coup de crosse final et non pas une balle létale viendrait du fait qu'à un moment, le Luger, il s'est enrayé. Et apparemment, un Luger, c'est ça, quoi. C'est vraiment prompt à l'enrayement à un moment. Enfin, c'est une arme de collection, je le répète, près 1945. C'est un pistolet qui a été construit entre 1930 et 1940. Putain, sur le marché noir, en 2012, t'as tout ce que tu veux, quoi. Je veux dire,
pour 1000 balles sur le bon coin, tu trouves un Beretta, tu vas buter quelqu'un. Donc, c'est ça, en fait, là, le twist de fou de la tuerie de Chevaline. Voilà. Donc, on avance dans les raisons. Alors, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires. Je suis ouvert à toute critique cartésienne et logique, vraiment. Mais du coup, l'espionnage des Halili, alors là, ça enlève un champ des possibles énorme et des complots et des théories qui dégagent. Parce que quand on enlève l'espionnage de Halili, et là, l'affaire, elle est claire, c'est lumineux. Vous allez voir les raisons qui restent. Ça va être très simple. Alors, on passe à la raison qui fait rêver tout le monde. Vous voyez Zaïd Halili, vous voyez Saad Halili, vous voyez deux frères, comme dans toutes nos familles proches, qui se mangent la gueule. En fait, c'est plus courant que ça. Moi, je ne vais pas vous faire le gars, toutes les familles s'entendent bien partout sur Terre et tout. Non, les familles, c'est rempli de problèmes entre frères, entre sœurs, entre cousins. Il y en a qui se mettent sur la gueule pour des héritages, il y en a qui ne se parlent pas pendant 20, 10, 30, 40, 50 ans pour des héritages. Et chez les Halili, maintenant, quand on est dans la raison conflit envers la famille Halili, du coup, il y avait un vrai conflit. Voilà. Et ça, c'est la plus grosse thèse, parce que n'oubliez pas que mes raisons sont rangées en mode statistique. Et là, on monte vraiment dans les thèses très probables et le conflit d'héritage entre Zaïd et Saad, parce que c'est un gros héritage. On parle de plusieurs appartements que leur père leur a légués à l'étranger. On parle d'un gros compte en Suisse. On parle d'une maison dans le Surrey au Royaume-Uni. Ça coûte pas rien, ça coûte un bras, une maison en banlieue de Londres, je ne sais pas si vous savez, la vie est très chère au Royaume-Uni. Donc effectivement, ça c'est un point chaud, la raison conflit à Halili, et je vous comprends, moi aussi j'y ai cru pendant des années, mais à un moment, en faisant des tests statistiques mathématiques sur les probabilités, en lisant tout le contenu en anglais, j'ai lu tout ce qui est possible sur Internet à propos de la tuerie de Chevaline, et je vous dis, il y a même plus d'infos en anglais qu'en français, parce que les Anglais ont beaucoup enquêté aussi, et les Anglais sont encore plus des fouilles-merdes que les Français, donc faites-leur confiance. Murder in the Alps, ça s'appelle bien souvent au Royaume-Uni meurtre dans les Alpes, parce que pour eux c'est bucolique un meurtre dans les Alpes. Le Royaume-Uni n'ont pas de montagne, donc quoi de plus bucolique et mystérieux que le meurtre d'une famille britannique dans les Alpes. Voilà, donc moi je saute avec vous dans l'hypothèse. Zaïd, le frère méchant, en plus on sait très bien que Zaïd, il a falsifié le testament, ce salaud de Zaïd vis-à-vis de son frère Saad qui est gentil. Zaïd c'est le méchant, Saad c'est le gentil. Zaïd il veut voler tout l'héritage pour lui parce que c'est le frère méchant. Ah qu'elle sonne bien cette histoire, l'histoire du frère méchant qui a fait quoi? Il a contracté un tueur à gages et puis il a été buté toute la famille avant qu'ils aillent en Suisse pour récupérer les comptes. Pourquoi? Parce que comme ça, il bute toute la famille, il bute Iqbal, il bute Saad, il bute Zainab, il bute Zina, il bute la grand-mère. Tout le monde, il est mort et en fait, Zaïd, il récupère l'héritage. Et ouais, c'est cool ça. Et en fait, ça veut dire qu'il a embauché un tueur à gages. C'est la merde là. On a parlé de tueur à gages avant, on a dit que c'était pas possible. Voilà, donc je vous ai emmené dans une bonne impasse pour vous montrer que selon la plus cartésienne de toutes les logiques, le conflit familial des Halili ou le conflit lié à l'espionnage professionnel de Saad Halili, on revient au même point. Tous les chemins mènent au tueur à gages et en fait, vous voyez la pirouette que je vous ai fait, puisque que ce soit le MI6, la CIA ou n'importe quelle entreprise, ou Zaïd Halili ou n'importe quelle personne qui n'aime pas Saad Halili, il faut contracter un tueur à gages transnational pour aller buter la famille Halili sur un parking. Et on en revient à ce même éternel contrat de tueur à gages professionnel qui est la clé de voûte de l'affaire de la tuerie de Chevaline et qui tombe à l'eau, puisque aucun mercenaire, tueur à gages engagé ne va prendre un pistolet en plastoc pour aller buter une famille. Bon, je dis pistolet en plastoc, je veux dire Luger obsolète, pour aller bousiller toute une famille. Et là, en fait, c'est dingo, c'est complètement dingo, et moi, j'en ai pas dormi certaines nuits. Cette affaire-là, je pense comme vous, j'y pense, mais depuis des années. Moi, je me souviens, en 2012, j'étais au Canada, je travaillais au Canada, et cette affaire-là, justement, ça me manquait, la France, et j'étais fasciné par l'affaire-là. Et ça fait plus de 12 ans maintenant qu'elle me fascine, cette affaire, et j'ai trouvé à peu près mes réponses en cherchant.
Donc, c'est vraiment de tout ce que j'ai traité sur le podcast Fractal avec Gerald Cotton et OneCoin, Ruja Ignatova. La tuerie de Chevaline, c'est les 3 affaires qui m'ont le plus fasciné. Mais la tuerie de Chevaline me fascine et on va voir pourquoi. Mais du coup, c'est là que j'attends vos réponses dans les commentaires parce que ça ne va pas vous plaire, mais c'est la pure logique. Je vais donc rayer le conflit familial des Halili comme une impossibilité statistique, factuelle et réelle de raison de la tuerie de Chevaline. Et là, ça fait tout basculer. Parce que si vous êtes des connaisseurs de l'affaire sur le bout de vos doigts et que vous m'écoutez, vous vous dites « Waouh, mais attends, je regarde sur le côté là ». Ça veut dire que les 2 seules raisons qui restent, c'est tueur fou ou conflit avec Sylvain Mollier. J'ai envie de dire tueur fou ou tueur fou pour Mollier. Voilà. Et en fait, j'ai pas pu faire mieux. Je viens de vous faire la démonstration avec les 6 principales raisons factuelles en vous plaçant dans un entonnoir de logique statistique factuelle. Et je vous le redis, je vous embête pas avec ça, mais tout ça, c'est validé par des tests bayésiens. Vous regarderez ce que c'est les tests bayésiens. Bref, on s'en fout de parler de ça. C'est de la puissance mathématique et statistique. Ces 6 raisons-là, elles sont classées dans l'ordre de probabilité. C'est factuel. Là, c'est le réel dans sa plus pure forme. Il n'y a pas de carabistouille, il n'y a pas d'arrangement. C'est de la puissance statistique, tout ce que je vous raconte, réalité. Et du coup, en excluant le tueur à gage, du coup, il ne reste plus que le tueur fou. Mais, modulo Sylvain Mollier. Et c'est là que ça part en couille. Parce que là, en fait, moi, j'étais déjà fasciné par la tuerie de Chevaline, mais j'étais dans un certain brouillard parce que j'étais quand même persuadé que Saad Halili, avec son travail, plus ce qui s'est passé avec Iqbal Halili et James Thompson, donc son ex-mari aux USA. Donc c'est déjà une femme qui avait un mari aux USA, femme qui voyage. Et le jour de la tuerie de Chevaline, l'ex-mari d'Iqbal Halili, James Thompson, meurt au Mississippi d'un arrêt cardiaque. Coïncidence. Vous en ferez ce que vous voulez, mais on ne va pas commencer à parler de ce qui se passe au Mississippi en septembre 2012. On va rester focus sur la tuerie de Chevaline. Et donc, du coup, après des heures et des heures de recherche et d'alignement statistique et mathématique, j'ai dû en venir à ma fascination de la tuerie de Chevaline personnelle parce que cette histoire, elle me bouffe. Je veux savoir et j'ai dû employer la violence de la force statistique pour me persuader. Et maintenant, je le sais, j'en suis sûr. J'étais encore pas si sûr que ça il y a 6 mois, mais la résolution cartésienne statistique logique de la tuerie de Chevaline, c'est soit un tueur fou folie, soit un tueur fou lié à Sylvain Mollier. Et en fait, on se fait tout savoir par la poésie transnationale de l'Irak, du Royaume-Uni, Saad Halili, Iqbal Halili, c'est des noms exotiques qui font rêver, irakiens, bien sûr la guerre en Irak, on est tout émoustillé par ça, surtout en tant que Français, moi le premier qui voyage peu. Donc voilà, je m'excuse, j'ai beaucoup voyagé, je me considère assez ouvert d'esprit pour un Français, donc c'est très méchant ce que je vais dire, mais je considère que notre peuple, les Français, ne voyagent pas assez, on n'est pas assez ouvert d'esprit. Désolé pour le tacle, je me mets dedans si vous voulez, mais je vis avec une personne étrangère, donc ça m'aide et j'ai beaucoup voyagé. Donc moi, la tuerie de Chevaline, quand j'écoute que les statistiques, l'angle international, ouais, l'Irak, la Grande-Bretagne, les satellites, ouais, ça fait rêver, tu vois, ça fait un bon James Bond. Franchement, ça fait un putain d'épisode de James Bond. Ça fait vraiment une super série sur W9. Des satellites, un Irakien, le MI6, la CIA, un parking qu'on repère avec un groupe WhatsApp sur Telegram. Ouais, voilà. Là, on part dans le délire. Non, on revient à nos raisons cartésiennes. Et en fait, je vous le répète, maintenant on est dans l'entonnoir logique, on ne peut plus en sortir. La résolution de la tuerie de Chevaline est soit un tueur fou drivé par la folie, soit un tueur fou qui a un grief envers Sylvain Mollier. Mais en attendant, c'était pas... Alors, il y a la possibilité d'un mandat sur Sylvain Mollier, mais franchement, le mec qui a mandaté le gars avec un Luger P06 en 2012 pour aller descendre Sylvain Mollier, je veux dire, c'est un peu un peintre, quoi. C'est possible, hein. C'est possible qu'autour d'Annecy, il y a un gars dans un bar qui a eu des problèmes avec Sylvain Mollier et qui a dit « Va me descendre Sylvain Mollier, c'est simple, il fait du vélo, là, il monte à la Combe d'Ir, là, dimanche, va me le buter, je te file 5000 balles, et le mec, il y va avec son Luger. » Ça, c'est pas impossible. Donc, on va stopper là, parce que je suis en train d'extrapoler dans l'entonnoir. Donc, désolé, on parlera plus
en fait des Halili. Voilà. Et donc la phrase qui tue, je vais vous la dire, c'est que selon toute logique statistique, mathématique, cartésienne, logique, ouvrez bien vos écoutilles parce que ça va faire mal et c'est cartésien et c'est indémontable. Je veux bien que vous me démontiez ça dans les commentaires. Franchement, avec plaisir, celui qui me démonte ça dans les commentaires, mais factuellement et logiquement, écoutez bien, la famille Halili est un dommage collatéral de la tuerie de Chevaline. Voilà, dans tous les cas. Soit ils sont la cible d'un tueur fou, mais là on parle de folie, donc il n'y a plus de concept, ou soit Sylvain Mollier devait mourir et c'est un dommage collatéral. Donc voilà, on a évacué la piste du tueur à gages depuis longtemps, et c'est un truc de fou, je vous le répète, parce que moi ça m'a pris des mois de le valider. Je vous le répète, je me mets plus proche de la caméra. La famille Halili est un dommage collatéral de la tuerie de Chevaline, malgré tous vos fantasmes, tous vos rêves. Je sais, moi aussi ça m'a fait mal au cul de l'avouer, autant que vous. Je sais, n'hésitez pas à m'aider dans les commentaires. Soutenez-moi logiquement, franchement, aidez-moi dans ma recherche, je vous demande sur les commentaires, parce que ça va m'aider. Je suis curieux de voir le nombre de gens qui discutent ça. Est-ce que la famille Halili est un dommage collatéral de la tuerie de Chevaline, oui ou non? Ça va enflammer les commentaires, je pense. Voilà. Donc, moi, en tout cas, j'avance dans ma raison cartésienne. J'ai tout pour penser à l'utilisation du Luger, qui est un pistolet obsolète, que oui, la famille Halili est un dommage collatéral dans la tuerie de Chevaline. Ah, moi, c'est cool. Ah. Il reste deux hypothèses. Tueur fou ou tueur en conflit avec Sylvain Mollier. Ok, on y va. Là, franchement, je redeviens perplexe. Autant avant, pour les 4 premières raisons, les gars, j'étais sûr de mon coup, j'ai bossé mon dossier, j'ai du factuel, tout ça. Maintenant, quand on arrive dans le tueur fou, bah voilà, on est, vous voyez, les 4 premières raisons sont barrées. On a sur la raison, est-ce que la tuerie de Chevaline a été exécutée par un tueur fou? Là, je ne vais pas beaucoup parler parce que je vous laisse dans l'entonnoir. Et en fait, c'est là qu'on n'a plus de biscuits. Alors, sûrement, les enquêteurs du Pôle Cold Case de Nanterre, eux, doivent avoir des biscuits sérieux sur tous les tueurs fous qu'ils ont interviewés et sur Sylvain Mollier. Parce qu'en fait, le spotlight, il est où? Il est sur tous les collectionneurs d'armes de l'arc alpin, ça peut aller loin, voire même plus loin, et sur Sylvain Mollier. Et je vous rappelle qu'il y a quand même eu pas mal de faux positifs. Et là, je fais appel à vous, spécialistes de l'affaire. Et si je vous dis Devouassou, Menegaldo, bon, l'homme à la moto, je passe, mais Devouassou, Menegaldo, d'ailleurs, ça me fait penser à un élément qui est excellent sur la tuerie de Chevaline, c'est le reportage de Canal+, le plus récent. Je suis abonné à Canal+, désolé, il est accessible que aux abonnés. Je sais, c'est horrible, tu peux même pas l'acheter en VOD. Ce putain de reportage de Chevaline, il est dispo que aux abonnés de Canal+, et c'est dommage. Et en fait, on apprend que Devouassou et Menegaldo, en fait, les mecs, mais ils avaient un profil mais chaud bouillant, quoi. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Quand on parle de l'analyse, en fait, des profils potentiels de tuerie de Chevaline, Devouassou, le mec passionné de montagne, plus ou moins local, fanat d'armes anciennes qui s'entraîne au stand de tir. Moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai commencé à lire les trucs sur Éric Devouassou, je me suis dit, c'est bon, c'est lui, quoi. Enfin, c'est sûr, c'est certain. Et en fait, non, il aurait été écarté. Pareil, là, on n'a pas tous les biscuits, je ne peux pas parler. Alors, le pire, je crois, c'est Menegaldo. Alors, lui, le profil de Menegaldo, c'est pareil, arme ancienne à fond. Mec assez en mode mercenaire et compagnie. Donc, Devouassou, Menegaldo, enfin, les faux positifs qui ont fait rêver tout le monde. Et je pense qu'il ne faut pas non plus trop taper sur les enquêteurs. S'ils les ont exclus, c'est qu'ils ont, je veux dire, on n'a pas affaire à des pimpins, quoi. Ou Paul Cold Case à Nanterre, ou même tous les enquêteurs autour de Genève, Annecy. Les gars, c'est pas des pimpins. Alors nous, on aime bien faire des vidéos sur Internet, raconter de la merde, rigoler, mais c'est quand même pas des pimpins. C'est des mecs qui aiment bien résoudre leur enquête. Donc s'ils ont exclu Devouassou, Menegaldo et le collectionneur d'armes d'Afrique du Sud, les mecs, ils savent ce qu'ils font. Ça sert à rien de crier au diable sur Internet, ils savent ce qu'ils font. Voilà, j'ai pas besoin d'extrapoler ça. Et vous inquiétez pas que si le tueur, il l'avait retrouvé, franchement, vous imaginez, pour un flic résoudre l'affaire de la tuerie de Chevaline, donc ils y travaillent dur. Et je vous dis, c'est pas des pimpins. Voilà. On a aussi la DGSE en France, on a des services secrets qui sont pas des pimpins. Voilà. Alors, je sais pas, c'est pas le quart d'heure chauvin, mais moi, j'aime pas les vidéos où tout de suite on est là, ouais, la police, ils en branlent pas une, ils savent rien résoudre. Non, non, c'est pas du tout des pimpins. Le Pôle Cold Case de Nanterre qui a repris l'affaire, les mecs, c'est vraiment des gens compétents. Voilà, pour le coup.
Donc le tueur fou, ça a emmené à analyser des centaines de personnes, pratiquants de tir de loisirs, collectionneurs d'anciennes armes militaires. Mais c'est pareil, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Puis qui te dit que le mec, il était de l'arc alpin, enfin voilà, qu'il était de la région. Par contre, là, le truc cartésien qui fait mal et qui resserre la cible en local sur le tueur fou et qui nous ramène vers Mollier. Et c'est pour ça que c'est bien, une fois de plus, de classer les raisons par ordre. Parce qu'en fait, quand tu pousses la logique cartésienne et que tu pousses l'enveloppe de réalité encore plus fort, et ben tu regardes le lieu géographique et tu vois que la Combe-d'Ir, le parking du Martinet, pour un tueur qui était à pied, je ne vais même pas commencer à parler que le mec il était véhiculé, c'est logique, le mec était à pied pour partir. Et en fait, si tu tues à pied ici, tu es forcément local et tu connais les lieux. Pourquoi ? On en revient avant. Allez, agent du MI6 qui refait une mission. Allez, 3 mois de préparation. Ouais, les Halili vont en vacances sans savoir. On va préparer le terrain, on va tout repérer. Non, tu mets pas un agent du MI6 à repérer un truc qu'il ne pouvait pas savoir. Les Halili ont décidé qu'ils allaient admirer le panorama à la Combe-d'Ir le matin pour l'après-midi. Donc, il n'y a aucune forme d'agent logique qui, en fait, va prévoir d'aller exécuter à pied dans les bois de la Combe-d'Ir. Et en fait, les gars, ce qui est horrible, c'est que le tueur, il était peut-être pas fou, mais c'est un mec local. Alors, je dis pas que c'est un gars qui habitait encore dans les environs de Doussard, là, Saint-Jorioz, Chevaline, Annecy, mais en tout cas, c'est un mec qui connaît ses terrains. Et là, je vais juste placer mon seul grain de sel que j'ai. Le seul grain de sel que je peux avoir dans la tuerie de Chevaline, c'est que j'ai beaucoup pêché en Haute-Savoie. Enfin, j'ai fait mes études 1 an, j'ai beaucoup pêché. Bref, j'ai beaucoup fréquenté les bois et les vallons de Haute-Savoie. Et je peux vous dire, ma passion, c'est la pêche à la mouche. Donc, je passe ma vie cachée dans des forêts. Je peux vous dire, les gars, quand vous êtes dans une forêt comme celle de la Combe-d'Ir, une forêt alpine comme ça, à pied, vous êtes l'homme invisible. Quand tu connais tes chemins, c'est même pas la peine. S'il y a un truc où j'ai une expertise, c'est ça, me cacher dans les bois, parce que je vais pêcher des grosses truites et je me cache. Et je peux vous dire que j'imagine totalement, je vois bien les profils de la Combe-d'Ir, j'ai pêché beaucoup de profils de rivières aux alentours, je vois exactement le genre de coteaux, je vois exactement le genre de conifères, je vois exactement le genre de chemin de traverse. Mais mon gars, t'es l'homme invisible. Mais si t'es à pied, habillé en treillis, avec juste 2 luggers sur toi et 4 recharges et une bouteille d'eau, mais tu te fais la malle par un chemin de traverse, je veux dire, tu marches ou tu cours 5 km sur un chemin de traverse, tu tombes sur un village adjacent, mais c'est trop, mais ça c'est sûr, c'est garanti, noté sur papier. Le mec qui fait la tuerie de Chevaline à pied, mais il part, mais comme ça, au nez et à la barbe de tout le monde. Et d'ailleurs, il faudrait être complètement con pour faire ce genre de tuerie motorisée. Parce que tu as tellement un ascendant quand tu es pêcheur, chasseur, cueilleur de champignons, chasseur à l'arc, je sais pas, tous les sports de nature, randonneur, skieur, ski de fond. Tous les gens comme vous et moi qui sont amateurs de nature sauvage, vous savez très bien que vos bois, quand vous les connaissez, vous êtes l'homme invisible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des équipes de la DGSE ou des services secrets du Mossad, comme ils sont capables de se cacher juste dans une forêt. En fait, ils cachent une armée de 12 dans une forêt en dessous des lichens. Donc, un mec aguerri, local, en plus, je veux dire Haute-Savoie, je connais un peu, c'est des gars de la montagne, ils connaissent leur truc, ça bûcheronne, ça pêche, ça chasse. C'est un gars qui connaît super bien son terrain local. Donc, c'est forcément un mec local. Là, c'est sûr et certain. Et là, c'est mon intime conviction de personne qui a passé beaucoup de temps, qui connaît très bien la nature et les bois. Voilà. Moi, je suis originaire des Vosges, à Épinal. Vous me mettez dans les forêts de la Vologne, où j'ai pêché la Vologne, mais tu me retrouves jamais. Je me cache, je prends des chemins dans des pierriers, je me cache derrière des tas de ronces, je prends des chemins divergents, j'ai des repères. Donc ça, c'est sûr. Et ça, pour le coup, c'est ma seule intime conviction sur la tuerie de Chevaline, c'est que c'est un mec local. Voilà. Et de toute manière, il est local puisqu'il n'y a pas eu de contrat dans la tuerie de Chevaline. Donc s'il n'y a pas de contrat, qui dit pas de contrat dit mec local, forcément. Enfin, qui dit pas de contrat dit mec qui connaît bien les lieux pour s'en sortir. Donc voilà, par A plus B, en fait, c'était un tueur local. Donc maintenant, je ne vais pas pouvoir barrer tueur fou. Et c'est ça qui est horrible dans les vidéos fractales. C'est que la fractale, plus tu la regardes de près, cette fracture de réalité, plus elle ressemble à rien et elle ressemble à tout. Et là, on y est exactement là. Et là, tu regardes l'hypothèse du tueur fou et tu dis, mais je ne peux pas la valider, mais je ne peux pas l'invalider.
Donc je vais mettre un très beau point d'interrogation jaune comme vous voyez ici parce que je vous fais les vidéos honnêtes où j'en suis moi dans ma tête. Vous irez écouter mon podcast Fractal sur Spotify, vous verrez où j'en suis dans ma tête. Je me questionne sur plein d'histoires et j'adore ça. Ça ne m'empêche pas d'avoir une vie normale, une femme, des enfants, vous inquiétez pas, mais j'adore réfléchir à toutes ces histoires. Donc un très beau point jaune pour est-ce que la tuerie de Chevaline a été faite par un tueur fou, oui ou non? Je vous mets un très beau point d'interrogation. Et je vais vous en laisser là, en attaquant la dernière raison qui est mélangée, soudée, intriquée, en pleine fracture avec le tueur fou. Est-ce qu'il y avait un motif de conflit avec Sylvain Mollier dans le tueur fou ou pas de la tuerie de Chevaline? Voilà. Et en fait, je résume. Donc vous voyez maintenant, c'est pour ça que je vous mets les raisons sur le côté de la vidéo. On en est arrivé à un point dans l'entonnoir de vérité et de logique. C'est pour ça que je répète, dans toutes les vidéos, j'aurai les raisons affichées pour ne pas partir en cacahuète sur le n'importe quoi. Mon entonnoir de logique et de vérité me dit le responsable de la tuerie de Chevaline est un tueur fou avec ou sans raison de tuer Sylvain Mollier. Et en fait, plus le temps y passe dans la tuerie de Chevaline, et ça a été dit par la juge Sabine Kéris, je crois, qu'en fait, plus le temps y passe, plus Sylvain Mollier, il devient non pas une victime collatérale, mais un coupable. Et en fait, le temps joue son rôle de révélateur de vérité, puisque le temps nous a exclus les alibis de l'affaire. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis sur ma fiche finale avec mes 6 raisons. Tueur fou pour ou contre Sylvain Mollier. Moi, là, je peux partir sur 5 heures d'explication. Donc, je vais bientôt finir la vidéo là-dessus, parce que je vais vous laisser là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de la vie de Sylvain Mollier? On la connaît tous, on l'a vu tous, vous avez tout lu comme moi. Allez, il travaille à Ugine, c'était un sportif, passionné de cyclisme, qui faisait souvent des itinéraires dans les coins. Donc son métier, en fait, pas d'importance puisque ça ne joue pas dans la tuerie de Chevaline. Donc la vie de loisirs et familiale de Sylvain Mollier. Père de 3 enfants, divorcé, comme 51% des gens en France, je vous le rappelle. Il y a 51% des gens en France qui sont séparés, c'est normal, il n'y a rien de plus normal que d'être divorcé. Bon, ouvrier à l'usine, entre guillemets, et sa femme pharmacienne de la Haute. Moi, je viens aussi des vallées vosgiennes. Je sais ce que c'est les potins, les ragots. Croyez-moi, le petit Grégory, ça vient de Granges-sur-Vologne. J'ai habité à 20 minutes de Granges-sur-Vologne. Donc, les potins, les ragots dans les vallées, je les connais. Oh là là, le mari de la pharmacienne, quand même, elle aurait pu se trouver un notaire ou un avocat parce qu'elle se trouve un mec qui bosse chez Césus, là, à l'usine. Tous ces potins, ces ragots, je les connais. Est-ce que le fait que l'ascenseur social entre Claire Schütz, la femme de Sylvain Mollier, qui était pharmacienne, entre guillemets, de la Haute, bon, je sais que la vie est chère en Haute-Savoie, et que lui bossait à l'usine, est-ce que ça aurait pu amener un tueur à dire « Ok, moi je vais me farcir Sylvain Mollier et tout ce qui bouge parce que y a un problème d'amour dans l'affaire ». Peut-être. Alors, ça fait beaucoup. Ça fait quand même un drôle de carnage pour juste une histoire d'amour. Alors, ils ont auditionné les ex-maris et compagnie, je pense, dans l'affaire. Ça a été vu et revu. Et pareil, big up au Paul Cold Case de Nanterre. Je pense qu'ils ont des biscuits. Mais ils ont une boîte de biscuits sur Sylvain Mollier. Mais là, c'est des biscuits nappés, de chez Nappé, sur Sylvain Mollier qu'ils ont. Parce que les dernières années, je pense que les gars, ils ont tout regardé autour de Sylvain Mollier. Alors, s'il y a la petite théorie un peu bâtarde que je vais vous sortir, alors pareil, intime conviction de ma part, parce que j'aime pas ma belle-mère, c'est la vie comme beaucoup de gens, sauf que personne ne le dit en vidéo. Et apparemment, Sylvain Mollier n'était pas apprécié de sa belle famille. Apparemment. Du coup, est-ce que ça mériterait d'aller faire buter Sylvain Mollier pour des problèmes de belle famille qui n'apprécient pas le gendre? Je sais pas. C'est des histoires de beauf et de belle-mère. On peut, ça s'est déjà vu dans certaines affaires. Voilà, si vous regardez au bout de l'enquête, vous regarderez l'affaire sur Sylvain Allohard, qui est très mystérieuse. Sylvain Allohard, A-L-L-O-A-R-D, au bout de l'enquête, excellente émission. Sylvain Allohard, dans le sud de la France, il serait quand même fait buter par sa belle famille, plus ou moins, si on pousse la logique. Donc, pareil, espèce de tueur à gages sur un parking qui a buté Sylvain Allohard quand il était en train de changer un pneu. Donc, les véhémences de belle famille, même si on n'est pas en Italie ou en Corse, ça peut aller loin. D'ici là, à buter son beauf ou son gendre parce qu'on l'aime pas,
Je sais pas, mais bon, tout est possible, de la réalité à la fiction. Je sais pas, il y en a beaucoup qui m'écoutent, peut-être qui n'aiment pas leur belle-mère ou leur beau-père. Est-ce que vous iriez jusqu'à le buter avec un Luger P06? Je ne sais pas. Humour noir, bien sûr. Mais bon, pour vous dire, j'ai retourné comme vous dans tous les sens la vie de Sylvain Mollier. Donc sa vie professionnelle, plus besoin d'en parler. L'entonnoir de vérité l'a validé. Sa vie personnelle ne peut être que le seule cause de la tuerie de Chevaline. Donc en fait, je vais finir l'entonnoir de vérité ici. Les deux seules causes de la tuerie de Chevaline sur cette belle planète Terre, la réalité les yeux dans les yeux, ne sont que la folie pure d'un tueur ou un problème avec Sylvain Mollier. Je répète, les deux seules causes de la tuerie de Chevaline sont un tueur fou qui a perdu la raison ou un problème d'une personne avec Sylvain Mollier. Voilà, vidéo finie. Merci, au revoir, j'ai résolu la tuerie de Chevaline. Non, je plaisante, j'aurais aimé, mais c'est quand même déjà super d'avoir descendu l'entonnoir de la vérité comme on vient de le faire là, et de se dire, putain, c'est quand même intéressant en étant cartésien, logique, statisticien. Je vous le dis, je vous ai passé les calculs, mais les 6 raisons qu'il y a affichées sur le côté, elles sont ultra solides au niveau statistique et test bayésien. Voilà, il y a peut-être des mathématiciens parmi vous. Regardez ce que c'est un test bayésien, c'est intéressant. Et si vous êtes passionné d'affaires criminelles, je vous conseille avec ChatGPT d'appliquer des tests bayésiens. Voilà, je ne vais pas vous emmerder ici avec les tests bayésiens, mais en tout cas, ça fait une belle base de discussion. Et du coup, on finit la vidéo avec 2 gros points d'interrogation, comme dans les meilleures affaires criminelles, pour vous dire qu'en fait, il n'y a que 2 raisons à la tuerie de Chevaline. La folie d'un tueur ou un conflit avec Sylvain Mollier. Quels sont les développements? Qu'est-ce qu'on saura? Oula, mince, j'ai tapé la vidéo. Qu'est-ce qu'on saura sur Sylvain Mollier et les futurs développements? En fait, si la belle famille ou sa famille ne dit rien, en fait, on ne saura jamais rien. Ou peut-être on retrouvera de l'autre côté le tueur par hasard avec de l'ADN. Les dernières recherches poussées sont sur l'ADN. Voilà, la juge, je crois que c'est Sabine Kéris qui a repris le dossier. Ils en sont sur l'ADN, mais l'ADN a sauvé pas mal de dossiers. Les dernières années, il y a un comeback sur l'ADN parce que les technologies évoluent. Donc peut-être un ADN un jour, ça va matcher dans le FNAEG. Et bam, tueur de la tuerie de Chevaline retrouvé grâce à l'ADN, ce serait cool. Putain, ce serait trop bien. Ça va me faire 2 millions de vues sur la vidéo là si la tuerie de Chevaline est résolue. Humour, bien sûr. Je ne vivrai jamais de ces vidéos, quoique j'essaye d'en vivre. Donc abonnez-vous à mon podcast Fractal sur Spotify, s'il vous plaît. Et du coup, voilà, on a fait le tour de l'affaire, les gars. Sylvain Mollier, quoi, on va dire quoi? Il est cycliste du dimanche. Dimanche matin, il y a un tueur, un mec du coin, un bon vieux gars savoyard, un chasseur. Il a été mandaté par la belle famille de Sylvain Mollier pour aller le buter à la Combe-d'Ire. Il s'est posté à 13h à la Combe-d'Ire. Il savait que Sylvain Mollier, il allait arriver. En fait, par hasard, la famille Alili est arrivée au même moment. Il a fait un carnage avec un dommage collatéral de ouf. Il s'est barré dans les bois, il a tout niqué. Et puis, il a repris sa vie comme si de rien n'était. Quoique, dans l'analyse des psychopathes tueurs, en fait, il y a un truc de fou qui est intéressant. C'est que les mecs, les tueurs fous, en fait, sont capables d'être stable pendant 10-20 ans, d'aller faire un putain de massacre et de revenir le soir chez eux dans leurs pantoufles, manger leur soupe et de reprendre leur vie. Et c'est ça qui est le plus effrayant quand on analyse le profil des tueurs fous, style tueur Chevaline. Parce qu'en fait, c'est peut-être un gars qui est, qui habite à Cran-Gévrier ou à Poisy, dans la banlieue d'Annecy, qui est venu tout buter une après-midi et en fait, il a repris sa vie, son taf. Et c'est ça qui est le plus effrayant. Parce qu'on s'imagine un mec qui se ronge les ongles de regret, qui se terre dans son coin, alcoolique, drogué, qui en peut plus de la vie. Mais en fait, il y a des profils de tueurs fous, si vous voulez, qui vont se faire une tuerie de Chevaline, comme on mange, j'en sais rien, une pomme à 4 heures, et qui reprennent leur vie normale pendant 30 ans. Ça, c'est effrayant quand même, ce genre de profil. Donc voilà, que dire de plus? Tueur fou, conflit Mollier. Moi, je ne vais pas élucubrer, je ne fais pas de mauvaises projections. Donc, dans mon podcast Fractal, j'écris beaucoup de fiction-réalité, mais dans des vidéos de debunker comme ça, je commence pas à improviser, à raconter n'importe quoi avec la CIA, les extraterrestres, Roswell et le MI6. Voilà, c'est pas mon genre. C'est pour ça que je maintiens mes raisons sur le côté. Mais voilà, vous savez ce qui se passe dans ma tête à propos de la tuerie de Chevaline. 2 causes.
un tueur fou ou un conflit avec Sylvain Mollier. Et ouais, j'aimerais bien en savoir plus sur pourquoi Sylvain Mollier. À part un problème de cœur, de famille ou d'argent, qui sont les 3 causes classiques sur la planète Terre de tous les crimes. J'en suis à 50 épisodes sur Fractal, sur Spotify, donc je peux vous dire que les seules 3 causes, c'est argent, amour, famille. Il n'y en a pas d'autres. Bon, fierté, ego, mais c'est tout le temps les mêmes causes qui tournent en rond. D'ailleurs, vous pouvez regarder ce qu'est le MICE à la DGSE, ça vous en apprendra. M-I-C-E, voilà, pour les passionnés. Voilà, vous comprendrez la cause de tous les crimes quand vous comprendrez ce que c'est le M-I-C-E. Je vous laisse aller chercher ça. ChatGPT est votre ami. Et voilà, on a tout dit. Tueur fou, local, habile à pied, avec son petit lugger de collection, il le maîtrise bien. Il a tué 6 personnes, je crois, en tout. 2 survivantes, une petite fille cachée dans les jupes de la grand-mère, une autre petite fille qui a pris un coup de crosse. Voilà. Donc, problème non professionnel. Donc, la raison de la tuerie de Chevaline, elle se trouve soit dans la folie d'un tueur fou qui a vrillé, qui a pété un plomb, qui a tué tout le monde dans une boucherie sanglante de malade. En l'espace de 5 minutes, il a niqué la vie de 6 personnes et il a fait un bordel international. 5 minutes. Ou soit un gros pan de l'histoire, que peut-être on débloquera jamais, sur les problème que posait Sylvain Mollier sur la planète Terre, qui méritait en fait la mort de Sylvain Mollier, et puis qui méritait surtout, en plus de Sylvain Mollier, paix à son âme, de tuer une famille complète qui était là en vacances, un vrai dommage collatéral. Bon, voilà. Allez, je pense que j'ai fait le tour de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas, podcast Fractal sur Spotify, des épisodes de vraie réalité, toujours des affaires tordues à la limite de la vérité et du mensonge, et des épisodes de fiction-réalité que j'adore beaucoup écrire. Voilà, mes épisodes de fiction-réalité, c'est par exemple Double homicide à Luxembourgville. J'habite maintenant proche du Luxembourg, donc il y aura beaucoup d'épisodes sur le Luxembourg. Un pays fascinant qui se fout de la gueule du monde. Donc le Luxembourg, il y aura beaucoup d'épisodes. J'ai un autre épisode de fiction que j'ai adoré qui s'appelle Carnage en haute mer, les secrets de la plateforme de Cayo Negro, qui parle de la région de Mexicali, de Nogales, de la frontière USA-Mexique, avec un trafic d'or et puis un carnage, affaire criminelle. J'ai aussi un autre épisode de fiction qui s'appelle Cocktail mortel à Palm Springs. Voilà, j'ai beaucoup voyagé aux USA, j'adore les affaires criminelles des USA. Donc dans tous les cas, je fais que de la fiction ultra réaliste et des sujets de réalité. Donc je vous laisse aller voir Fractal sur Spotify. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une vidéo ici en live, donc sur YouTube et Spotify. Alors je dis en live parce que j'ai une voix IA dans mes podcasts. J'ai cloné ma voix, vous me reconnaîtrez. Et en fait, en vidéo, je sors que les dossiers les plus bouillants. Mais il n'y a que des dossiers très chauds et des dossiers bouillants. Donc je vous l'annonce tout de suite. La prochaine vidéo, ce sera soit à propos de Gérald Cotton et l'énigme Quadriga CX, la vraie fausse mort de Gérald Cotton, ou ce sera soit à propos de la mort de Brian Schaffer, voilà, Columbus, Ohio, ou soit à propos de Ruja Ignatova et de OneCoin. Voilà, c'est les 3 vidéos que j'ai sur le feu. Pareil, je reprendrai un entonnoir de vérité, parce que moi, j'aime pas les émissions sensationnalistes, j'aime pas quand il y a des bains de sang, j'aime pas, je crois aux extraterrestres, mais j'aime pas à chaque fois faire intervenir des voyants ou des extraterrestres. Je suis extrêmement cartésien dans mes vidéos, et c'est cool si ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos avis, à discuter, à amener des pistes. Voilà, vous en savez peut-être plus que moi sur Sylvain Mollier, ça m'intéresse. Après, vous pouvez aussi démonter mes premières pistes en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Si vous me prouvez que Saad Alili, de par son travail, en fait, il a causé la tuerie de Chevaline, franchement, je suis intéressé dans les commentaires à en discuter. Il n'y a pas de problème. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur une prochaine affaire subtile et obscure. Et puis, portez-vous bien et puis abonnez-vous. Fractal sur Spotify, beaucoup d'épisodes disponibles. Et puis moi, je suis dispo dans les commentaires avec plaisir. Ciao! Vous venez d'écouter Fractal. Je suis Stan, producteur de ce podcast. Ici, chaque histoire explore cette zone trouble entre la réalité et la fiction, là où le mensonge fait écho à la vérité. Si cet épisode vous a captivé, abonnez-vous et laissez un like. C'est la meilleure façon de soutenir ma ligne éditoriale indépendante et de permettre à Fractal de continuer à sonder les fractures du réel. À très bientôt pour un nouveau récit.